Bonjour, bienvenue à la capsule pédagogique sur les liquides biologiques. Donc, trois types de liquides biologiques sont étudiés. Vous avez le liquide céphalorachidien qu'on appelle le LCR, le liquide synovial et les liquides séreux. Donc, les liquides séreux, ça comprend le liquide pleural, le liquide péricardique et le liquide péritonéal. Pour ce qui est du liquide LCR, on dit qu'il est situé dans l'espace sous-arachnodien entre l'arachnoïde et l'apimère, qui sont les méninges ou membranes recouvrant le cerveau et la moelle épinière. Le liquide synovial se trouve à l'intérieur des cavités articulaires. Les liquides séreux, quant à eux, apparaissent dans les cavités pleurales au niveau du liquide pleural, péricardique au niveau du liquide péricardique et dans le thorax et dans la cavité péritonéale pour le liquide péritonéal de l'abdomen. Plusieurs des éléments recherchés dans les liquides biologiques, on recherche l'aspect macroscopique bien sûr, l'énumération totale des cellules et la différenciation des divers types cellulaires qui sont étudiés au laboratoire d'hématologie. Pour ce qui est des analyses chimiques et microbiologiques, se font au laboratoire de biochimie et de microbiologie respectifs. Le liquide céphalorachidien, c'est un liquide aqueux de composition semblable à celle du liquide interstitiel et du plasma sanguin, mais dans des proportions différentes. Le LCR sert de coussin à l'ensemble du système nerveux central en protégeant les tissus délicats des pressions et des chocs éventuels. Il maintient également la pression intracrânienne constante et sert de milieu d'échange entre le sang et le cerveau. Il filtre les substances nutritives du sang et les transporte vers l'encéphale et la moelle épinière et évacue également les déchets, les substances toxiques. Il est sécrété dans les ventricules cérébraux par les capillaires des plexus choroïdes et par les cellules épendymères qui bordent les vaisseaux sanguins du cerveau, ainsi que le canal de l'épendyle de la moelle épinière. Le diagnostic et le traitement d'une atteinte du système nerveux central peut dépendre de l'examen du LCR. Donc, le LCR est très important. Les méninges elles-mêmes peuvent être atteintes. De façon habituelle, la ponction du LCR s'effectue dans la région lombaire, entre la troisième et la quatrième vertèbre lombaire. Vous voyez ici. Ce procédé s'appelle ponction lombaire. À l'état normal, le LCR est stérile. Vous voyez qu'il est vraiment clair, limpide. Et le prélèvement et les manipulations de ce spécimen auprès du malade doivent donc se faire de façon stérile. Donc, la plupart du temps, la ponction lombaire se fait au niveau du bloc opératoire. La quantité aussi, vous voyez qu'elle est très minime. Là. On ne peut pas s'attendre. Ici, vous avez une grande quantité, là, mais on s'attend à une petite quantité vu qu'il va être divisé dans 3 tubes. Donc, le liquide LCR, qui provient d'une ponction lombaire, est réparti dans 3 tubes stériles qu'on étiquette 1, 2 et 3. Donc, vous allez recevoir au laboratoire ces 3 tubes-là. Le premier échantillon prélevé est destiné aux analyses biochimiques et sérologiques. Le deuxième aux analyses microbiologiques. Et le troisième à l'examen macroscopique et aux analyses hématologiques, donc la numération cellulaire et la formule leucocytaire. Il est important d'utiliser le dernier tube prélevé pour l'hématologie car celui-ci sera moins contaminé par le sang périphérique au cours d'une ponction traumatique. Donc, s'il y a eu de la difficulté à faire sa ponction au niveau du médecin, le médecin, il va avoir un petit peu plus de sang dans l'analyse biochimique que dans celle hématologique. Et vous allez voir tantôt, je vais vous en parler, mais c'est super important au niveau des globules rouges, là. S'il n'y a pas de globules rouges dans le troisième tube, s'il y en a dans les 3, donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Il est préférable de faire l'énumération et la formule leucocytaire dans l'heure suivant le prélèvement. Donc, quand vous avez au laboratoire, on vous donne un LCR et que les 3 tubes arrivent, c'est prioritaire là, par rapport aux autres analyses. Le LCR doit être manipulé avec précaution car il est potentiellement dangereux, c'est-à-dire porteur éventuel de virus ou d'autres organismes infectieux. Donc, moi, j'ai déjà eu à manipuler
un LCR qui était vraiment positif là, avec une méningite bactérienne. Donc, c'est très, très important d'être très sécuritaire. La première chose qu'on fait, juste avant d'arriver pour vous dire qu'est-ce qu'on fait avec le LCR, vous pourriez avoir un quatrième tube. Parce que des fois, on demande soit une analyse virale, l'analyse du cryptocoque ou un toxoplasmose. Donc, on pourrait vous demander des analyses supplémentaires. Dans ce cas-là, ça dépend des centres hospitaliers, mais les centres hospitaliers qui ne le font pas vont congeler ce tube-là pour l'envoyer par la suite. Donc, c'est un tube supplémentaire. Le LCR est d'abord examiné macroscopiquement. Donc, la première chose qu'on fait avec le troisième tube en hématologie, c'est qu'on regarde la limpidité, la couleur du tube, la couleur du liquide et la viscosité. La viscosité, là, c'est comme on prend une pipette, on le met à l'intérieur du tube, on aspire et on laisse couler le filament. Donc, pour voir, vous allez voir dans les liquides d'articulation, c'est beaucoup plus, là, ça fait comme un élastique, ça s'allonge, comme de la gomme, là, quand on étire de la gomme. Tandis qu'un liquide LCR, là, vous allez voir, ça va tomber goutte à goutte, là, il n'y aura pas d'élasticité qui va se faire. Le LCR est clair et incolore, habituellement, comme l'eau de roche. Toute modification de ces caractéristiques indique une anomalie. On dit que le LCR pourrait être trouble. Donc, il faut vraiment regarder au niveau de la turbidité, quantitativement sur une échelle de 0 à 4 +. La turbidité peut être causée par une augmentation du nombre de globules blancs, la présence de micro-organismes, la présence de globules rouges ou un taux élevé de protéines. Je reviens à ma couleur rougeâtre du LCR qui indique la présence de sang résultant d'une ponction traumatique ou d'une hémorragie récente dans les espaces sous-arachnodiens ou intravasculaires. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour le médecin de déterminer si il y a présence de globules rouges, si ça provient soit de la ponction qui était traumatique au départ, donc il y a eu de la difficulté et un petit peu de globules rouges qui s'est amené dans le troisième tube, ou soit parce qu'on a une hémorragie. Donc, vraiment, au niveau des méninges, c'est super important. Qu'est-ce que vous allez avoir comme différence macroscopiquement? C'est que quand vous allez recevoir vos 3 tubes, les 3 tubes vont être rouges à peu près égales. OK? Donc, quand vous allez faire le décompte des globules rouges, habituellement, ce qu'on fait, c'est avant de centrifuger l'analyse biochimique et avant mais là, l'analyse microbiologique, ils vont la faire avant parce que vu que c'est stérile, mais par la suite, ils vont vous redonner les tubes. Vous devez faire le décompte des globules rouges sur les 3 tubes. Si le décompte des globules rouges sur les 3 tubes se maintient, c'est la plupart, la numération est pratiquement la même, on peut s'attendre à une hémorragie. Si par contre, le décompte des globules rouges diminue, il n'y en a presque plus dans le tube numéro 3, ben c'est ça, on s'attend à ce que ce soit une ponction traumatique, donc le médecin n'en fera pas de cas, mais c'est super important. Donc, c'est important de distinguer ces deux situations-là. Il y a aussi la couleur xanthochromique du LCR qui signifie une couleur rose, orange ou jaune du surnageant après centrifugation du LCR. Donc, vous allez voir ça au niveau de l'analyse biochimique, vous allez pouvoir le comparer. Parce que de 2 à 3 heures après une hémorragie intracrânienne, une hémolyse des globules rouges in vivo se produit avec libération d'oxyhémoglobine. Donc, dans les 24 heures suivant l'hémorragie, l'hémoglobine provenant des globules rouges lysés est convertie en bilirubine, donnant un surnageant une teinte jaunâtre. La xanthochromie persiste de 2 à 3 semaines après l'hémorragie. À part l'hémorragie intracrânienne, d'autres raisons peuvent expliquer la xanthochromie du LCR, comme une jaunisse avec une augmentation marquée de la bilirubine directe, une augmentation des protéines dans le LCR, une hypercaroténémie et enfin un mélanosarcome. Je vous l'ai expliqué dans vos notes de cours au niveau du cancer de la peau, au niveau d'une hyperpigmentation de la peau aussi. L'admiration des cellules. Donc, d'une première partie, on fait la macroscopie. Après ça, on s'en va vers l'admiration des cellules. Habituellement, pour le LCR, on prend un hémastimètre Fuchs-Rosenthal parce que la profondeur c'est plus profond. On est capable de mettre un petit peu plus de LCR. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de cellules, ça nous donne une chance. Les résultats, vous voyez, sont toujours par 10 à la 6. Même si on compte des globules blancs, des globules rouges, on remet toujours par 10 à la 6 et non par 10 à la 9 et non par 10 à la 12. Ça, c'est vraiment primordial. Donc, c'est effectué,
on ne veut pas que la numération des cellules se fasse avec l'analyseur cellulaire parce que dans un LCR, il n'y a pas beaucoup de cellules. C'est très important parce que l'appareil a comme un genre de bruit de fond. Hein. Et le bruit de fond pourrait compter pour des cellules. Ça fausserait les résultats du LCR. On ne dilue pas aussi le liquide céphalorachidien, sauf s'il est trouble, bien sûr. On remplit les deux côtés de l'hémacimètre et on compte les cellules sur toute la surface, mais vous allez voir, il y a certains centres hospitaliers qui ont vraiment des procédures où on ne lit pas toute la surface. Vous allez suivre ces procédures-là. Et comme je vous disais, si le LCR est trouble, on peut le diluer. Vous avez les techniques appropriées dans vos centres hospitaliers pour la dilution. Et on compte les globules rouges et toutes les cellules présentes. Et c'est exprimé, comme je vous mentionnais, par 10 à la 6, autant les globules blancs que les globules rouges. Il faut l'exécuter, je répète, le plus rapidement possible. Okay? Parce qu'après 2 heures à la température de la pièce, le LCR, 40% des globules blancs sont détruits. Donc, s'il y a un délai nécessaire, conserver le spécimen à 4 degrés. Donc, si on les conserve à 4 degrés, on élimine au moins, il y a 15% des globules blancs qui sont détruits après 2 heures à 4 degrés. C'est la moitié moindre. Mais dans les faits, il faut vraiment agir avec le LCR. Pour ce qui est de la formule différentielle, habituellement, on utilise un cytospin. Vous allez les voir dans les centres hospitaliers. Ça concentre vraiment le liquide sur une lame. Et par la suite, vous faites une coloration là, normale, là, de routine, pour vraiment faire la formule Leucoster. Donc, c'est important de bien faire la formule Leucoster parce que vous allez voir que les cellules prédominantes vont vraiment avec un diagnostic précis. On dit que la présence d'un nombre élevé de cellules dans le LCR est considérée comme anormale, déjà en partant. Par exemple, un nombre élevé de globules blancs, en majorité des granulocytes neutrophiles, peut indiquer une méningite bactérienne. La plupart du temps, c'est Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis ou Haemophilus influenza. Le spécimen va être trouble. Les protéines totales vont être augmentées en biochimie et le glucose va être abaissé. Un nombre modéré élevé de globules blancs avec un pourcentage élevé de lymphocytes, même monocytes aussi, fait penser à une méningite d'origine virale ou tuberculeuse ou fongique. Et vous avez les mêmes résultats au niveau de la protéine de la glucose, mais votre aspect du LCR est quand même assez clair. Pour ce qui est de la méningite virale, c'est une méningite à Listeria ou spirochète qu'on voit souvent. L'aspect du LCR est clair. On voit des lymphocytes réactionnels et vous voyez que les protéines totales et glucose sont tout à fait normales. Le liquide synovial maintenant. Le liquide synovial est un liquide clair et incolore et très visqueux. Tantôt, je vous parlais de la viscosité, là, présent à l'intérieur des cavités articulaires. Sa couleur varie d'incolore à jaune pâle. Donc, vous pourriez un petit peu avoir une petite couleur jaune et il ne coagule pas. Il est très visqueux en raison de la présence d'acide hyaluronique. Une diminution de cette viscosité indique une inflammation de l'articulation. La turbidité indique habituellement une mucocytose, la présence de cristaux, des débris de cartilage. Il est normal, vu le traumatisme que constitue l'aspiration du liquide, d'observer la présence de quelques globules rouges. Donc, quand on fait la ponction, si l'échantillon est hémorragique, le surnageant est observé après centrifugation. Ce dernier est clair s'il provient d'une ponction traumatique ou brun-rouge, s'il y a une hémarthrose ou saignement dans l'articulation. Vous voyez les couleurs que je vous ai fait anormales. Pour ce qui est de la numération cellulaire, donc on dit qu'en raison de la grande viscosité du liquide synovial, il est important d'ajouter dès l'arrivée au laboratoire quelques gouttes. Il y a des centres hospitaliers qui ont des gouttes d'hyaluronidase au tube. Donc, tu mets directement les gouttes dans le tube du liquide qui servira à la numération et à la cytologie. En 15 minutes, cette enzyme dissout l'acide hyaluronique et donne au liquide une fluidité. Donc, c'est plus facile là, de travailler avec le liquide. Il faut toujours diluer le liquide synovial avant de faire la numération cellulaire. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments dans un liquide. Ce n'est pas comme le LCR, il faut vraiment le diluer pour faire la numération. Pour ce qui est de la formule Leucoster, ben, on fait encore des lames au cytospin comme le LCR. On concentre le liquide, on le colore avec la coloration de routine et on fait la formule Leucoster.
Les liquides séreux. Donc, ce qu'on appelle liquide séreux, okay, c'est des dérivés du mésothélium. On dit que ce sont la plèvre, la péricarde et le péritoine quand on parle de mésothélium. Si on parle du liquide pleural, la plèvre, c'est ce qui enveloppe le poumon. Okay. Et on dit que habituellement, là, cette enveloppe-là, dans des conditions normales, ces deux feuillets sont humides et l'espace qui les sépare contient une faible quantité de liquide. Mais dans des conditions pathologiques, la cavité peut se remplir d'un liquide qui prend l'aspect d'un transsudat ou d'un exsudat. Je vous ai mis à la fin une adresse Internet, puis je vais vous le mettre aussi en ligne pour voir la différence entre un transsudat et un exsudat. C'est très bien expliqué par le petit vidéo. Donc, le liquide pleural, si on y revient, vous voyez qu'il y a une couleur claire jaune pâle ou citrin, ce qu'on dit, et ne coagule pas non plus. On dit que l'exsudat, lui, peut être trouble et parfois hémorragique ou purulent et sa couleur dépend de l'affection qui en est à l'origine. Il contient fréquemment un caillot à cause du fibrinogen présent dans le liquide. Donc, vous voyez. Sa turbidité pourrait être causée par des liquides ou par un nombre élevé de globules blancs. Le processus est le même, donc on fait la numération cellulaire. Je sais que les centres hospitaliers maintenant passent les liquides à l'appareil, à l'analyseur cellulaire pour ce qui est de la numération, mais pour ce qui est de la formule différentielle, on utilise encore le cytospin pour concentrer les cellules avec une coloration de routine pour faire la formule leucocytaire. Pour ce qui est du liquide séreux, le liquide péricardique, donc, le liquide péricardique, c'est, dans le fond, on dit qu'il est relativement acellulaire, OK? Une augmentation du nombre de leucocytes évoque une infection bactérienne ou une néoplasie. Des frottis sont préparés après concentration. Donc, on utilise la même chose, la même technique. Donc, la numération se fait avec l'analyseur cellulaire et la formule leucocytaire se fait avec une concentration avec le cytospin. Pour ce qui est du liquide péritonéal, on dit qu'il peut, dans les états pathologiques, être un transsudat ou un exsudat dans ce cas-là aussi. Et on travaille aussi de la même façon, donc numération avec l'analyseur cellulaire, formule leucocytaire avec le cytospin. Tout dépendant des centres hospitaliers, il y en a qui reçoivent des liquides souvent, 1 à 2 fois par semaine, même plus. Il y en a un par jour. Et vous allez avoir des centres hospitaliers qui en ont un par 2 semaines. Donc, j'espère que vous allez pouvoir travailler avec des liquides. Mais c'est quand même là une technique qu'il faut vraiment bien apprivoiser parce que c'est quand même, surtout pour le LCR, c'est quand même une analyse qu'on considère urgente. Je termine la dernière vidéo, la dernière diapo, en vous montrant des adresses vidéo pour aller voir, exemple, l'épanchement pleural. Je vous ai parlé tantôt de transsudat et d'exsudat, donc c'est très bien expliqué dans ce petit vidéo-là, et ça dure là 1 minute et quelques. La circulation du LCR aussi, c'est super intéressant au niveau là, cervical, comment ça fonctionne. Et la dernière, c'est la démonstration d'une ponction de liquide céphalorachidien. C'est sûr qu'il faut avoir le cœur solide pour ça. Donc, si vous voulez vraiment le voir, mais c'est pas si pire que ça. Fait que je vous souhaite de vous amuser en regardant les vidéos puis de bien comprendre là, la façon de faire au niveau des liquides. C'est une nouveauté dans vos stages, donc je vous souhaite bonne chance avec ça. Merci.